1789, la Révolution française abolit le privilège seigneurial de la chasse. Les capitaineries royales tombent, les garennes seigneuriales s'ouvrent, les galériens condamnés pour braconnage sont graciés. Oui, sous l'Ancien Régime, chasser un lièvre pouvait vous envoyer au bagne. Mais ça, c'est fini. On respire, on fait la fête. Enfin, la chasse revient au peuple. Ça, c'est ce qu'on croit, c'est l'image qu'on en a, comme ça, un peu de loin. La grande rupture, la liberté retrouvée, le fusil enfin dans les mains du paysan. Bon les amis, c'est faux, je suis bien désolé de casser vos croyances, hein, croyez-le bien, mais j'ai une histoire à vous raconter. Une histoire de droit de chasse qui s'inscrit dans la grande histoire de notre pays. Vous êtes prêts? Vous êtes abonnés, tout ça? Mais dis donc, c'est gentil ça d'être abonné. C'est parti. Si tu veux soutenir Guichard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. La chasse est aussi vieille que l'humanité. Une humanité qui s'est même construite autour de la chasse jusqu'à définir ce que nous sommes en tant qu'espèce. Mais le droit de chasse naît beaucoup plus tard. Il naît le jour où le premier puissant a dit pour la première fois « Dis donc, ce gibier, il n'est pas à toi, il est à moi !» En France, ce basculement se construit sur plusieurs siècles. Au début du Moyen-Âge, les forêts sont encore libres d'accès. Puis, les rois et les aristocrates commencent à se réserver les forestis, à l'origine du mot forêt. La chasse au grand gibier bascule dans le contrôle sévère. En 590 déjà, Gontran, roi de Bourgogne, chassant dans la forêt des Vosges, découvre les restes d'un auroch tué dans la forêt royale. On traduit par auroch, c'était pas le même français qu'aujourd'hui, mais globalement on parle d'un bovin sauvage. Le garde forestier accuse Chaudon, chambellan du roi. Après confrontation et combat judiciaire, Chaudon tente de fuir vers la basilique Saint-Marcel de Châlons. Gontran ordonne alors qu'on l'arrête avant qu'il atteigne le seuil, puis il est attaché à un poteau et lapidé. Oui, c'est un peu radical, hein, mais là on arrête clairement de rigoler. Le gibier du roi appartient au roi, et celui qui y touche le paie de sa vie. Jusqu'au XIVe siècle, les paysans peuvent encore chasser le petit gibier hors des réserves seigneuriales selon des arrangements locaux. Mais en 1396, l'ordonnance de Charles VI met fin à cette tolérance. Nous ordonnons que désormais, aucune personne non noble du royaume, sauf privilège, autorisation ou exception prévue, n'ose chasser ni tendre piège aux grosses ou petites bêtes, ni aux oiseaux, que ce soit en garenne ou en dehors. Le verrouillage est complet. Sous l'Ancien Régime, la chasse devient une prérogative sociale. Le seigneur ou le roi contrôle le gibier, les forêts, les garennes, l'accès aux armes et aux chiens, et donc une partie très concrète de la vie rurale. Une bonne partie. Dans la même veine, l'ordonnance de 1669 sur les eaux et forêts est promulguée par Louis XIV. Et c'est Colbert qui la rédige. Elle inscrit la chasse dans un grand ordre monarchique de contrôle des forêts, des usages et des infractions. Autour d'elle se déploie tout un monde de capitaineries royales et de chasses réservées où le gibier passe toujours avant les usages paysans, jusqu'à contraindre les cultures et à faire peser sur les roturiers des interdictions et des peines sévères contre le braconnage. La chasse, messire, est un plaisir aristocratique qui prouve le rang. Mais pour le paysan, c'est d'abord une contrainte concrète, ses terres, ses récoltes et ses usages. Et ce système dure. Il dure 120 ans, avec ses variantes, ses durcissements et ses accommodements locaux. Et quand Louis XVI convoque les États généraux en 1789 et demande aux Français d'exprimer leurs plaintes, les paysans ont sauté sur l'occasion. Dans les cahiers de doléances, on trouve cette plainte d'habitants de Brie. Une prodigieuse quantité de gibier ravage nos campagnes. Les pigeons et perdrix enlèvent une partie de nos semences. Les lièvres et lapins, les cerfs et biches rongent nos grains. Hélas, que le plaisir de la chasse coûte de nourriture d'hommes. Et dans le bailliage d'Avesnes, au nord, un autre cahier décrit des chasseurs qui battent des avoines avec leurs meutes de chiens sans que les prières ou remontrances des pauvres cultivateurs les détournent de leur plaisir ruineux. Vous voyez, ça ronflait quand même à l'époque. On imagine les récoltes perdues pour satisfaire la chasse du seigneur, c'est sûr ça devait jaser dans les chaumières. C'est pourquoi en 1789, quand les paysans brûlent les terriers, ces registres qui consignent les droits féodaux, le droit de chasse est parmi les premières cibles. L'un des privilèges les plus concrets, les plus visibles et les plus haïs. Le 4 août 1789, à 7 h du soir, l'Assemblée nationale constituante ouvre une séance qui va durer jusqu'à 2 h du matin. Et pour comprendre ce qui se passe ce soir-là, il faut revenir 3 semaines en arrière. Depuis la prise de la Bastille, la France rurale est en ébullition. Une série de rumeurs se propage dans les campagnes, annonçant des attaques de brigands et des complots aristocratiques. On appelle ça la Grande Peur.
En quelques jours, près des 2 tiers du royaume sont touchés. Les paysans s'arment et forment des milices. Mais faute de brigands à combattre, ces rumeurs étaient fausses, ils se retournent contre les châteaux, les pillent, brûlent les vieilles chartes où se trouvaient consignés les droits féodaux. Ce sont ces fameux terriers, ces registres de droits seigneuriaux qu'ils veulent détruire en premier. Alors les révoltes sont relativement peu sanglantes, mais le message est quand même sans ambiguïté. Pendant ce temps-là, à Versailles, l'Assemblée nationale lit les rapports qui remontent des provinces et elle comprend qu'elle doit agir vite. Parce que ça commence à sentir un peu mauvais tout ça. Ce qui se passe alors est presque théâtral. Le premier à monter à la tribune est le vicomte de Noailles, 33 ans, cadet de la famille, pratiquement ruiné. Bon, il n'a pas grand-chose à perdre, alors du coup il propose l'abolition des droits féodaux. Puis se lève le duc d'Aiguillon, l'homme le plus riche de France après le roi lui-même. Lui, il a tout à perdre et pourtant il appuie Noailles. Ah bah dans la salle, l'effet est saisissant. Ensuite, l'évêque de Chartres monte à la tribune et demande l'abolition du droit exclusif de chasse en l'offrant lui-même sur ses propres territoires. Selon plusieurs témoignages, le duc du Châtelet aurait alors glissé à ses voisins: l'évêque nous ôte la chasse, je vais lui ôter ses dîmes. Attends, l'évêque nous carotte la chasse? Ouais, je vais lui banne sa moula direct. En quelques heures, l'Assemblée vote l'abolition des justices seigneuriales, des corvées, des dîmes et du droit exclusif de chasse. Adrien Duquesnoy, député du tiers-état de Bar-le-Duc, note dans son journal le lendemain matin: jamais sans doute, aucun peuple n'a offert un tel spectacle. C'était à qui offrirait, donnerait, remettrait aux pieds de la nation. Ah, mais j'en verse une larmichette. Bon, voyons ce que dit précisément le texte. Article 3 du décret des 4 et 11 août 1789. Le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes est pareillement aboli et tout propriétaire a le droit de détruire et faire détruire seulement sur ses possessions toute espèce de gibier. Le mot décisif ici, vous avez compris, c'est propriétaire. La Révolution ne dit pas chaque Français peut désormais chasser comme il veut, elle dit chaque propriétaire peut détruire le gibier sur son fonds. Le paysan sans terre, le journalier, l'ouvrier agricole, eux, ils vont aller se faire cuire le cul. Le droit exclusif seigneurial tombe, mais le droit de chasse reste attaché à la propriété foncière. La chasse change de maître. À peine le privilège aboli, l'ordre ancien de la chasse se défait dans un bordel indescriptible. Les capitaineries royales n'existent plus depuis le 7 août, donc 3 jours après la nuit du 4. Mais personne ne garde les forêts. Dans plusieurs régions, les anciennes réserves royales et seigneuriales sont envahies. Les garennes sont attaquées, les lapins massacrés, les armes circulent, les conflits de voisinage se multiplient. Dans le grand parc de Versailles même, les braconnages sont si massifs et si répétés que la garde nationale doit intervenir pour les réprimer. Alors la scène est cocasse, les hommes de la Révolution doivent contenir des paysans qui pensent exercer une liberté née de la Révolution. Personne à l'Assemblée n'avait vraiment anticipé ce que signifiait concrètement abolir le droit exclusif de chasse dans un pays de 28 millions d'habitants dont les 2 tiers vivent de la terre et ont des fusils. Déjà à l'époque, ça anticipait les trucs moyens. L'Assemblée doit donc intervenir et le texte qu'elle rédige alors, un peu dans la panique, est l'un des plus révélateurs de toute cette histoire. Le 30 août 1790, le préambule de la loi d'encadrement de la chasse rappelle que le droit exclusif de chasse a été aboli et que le droit a été rendu à tout propriétaire de détruire ou faire détruire sur ses possessions seulement toute espèce de gibier. Mais il ajoute aussitôt: par un abus répréhensible de cette disposition, la chasse est devenue une source de désordre qui pourrait devenir funeste aux récoltes. C'est l'Assemblée révolutionnaire elle-même qui reconnaît que la liberté nouvelle a produit des désordres qu'il faut désormais contenir. Et la réponse est celle-ci: on ne revient pas au privilège seigneurial, mais on ne crée pas non plus une liberté générale. Le principe devient clair, on ne chasse pas librement sur la terre d'autrui. Vous voyez naître la conception moderne du droit de chasse? Le propriétaire retrouve la maîtrise de son fonds. Le non-propriétaire ne possède pas un droit autonome de chasser. Il lui faut un accord, une tolérance ou une autorisation. Entre 1790 et 1844, la France traverse la Révolution, le Directoire, le Consulat, l'Empire, la Restauration et finit sous la monarchie de Juillet. 5 régimes en 50 ans. Les gouvernements changent, les constitutions aussi, mais le droit de chasse, lui, ne bouge pas. Chaque régime reconduit le principe de 1790, la chasse appartient aux propriétaires et le reste suit. La loi de 1844 est votée sous Louis-Philippe. Pour rappel, sous ce régime, le droit de vote est réservé à ceux qui paient suffisamment d'impôts, soit environ 200 000 Français sur les 30 millions. Les grands propriétaires, les notables, les banquiers, c'est le Parlement de ceux qui possèdent qui légifère sur le droit de chasse. Alors ils se sont mis bien.
Sur le terrain, pendant ce temps-là, la tension ne se résorbe pas. Le cadre existe, mais il reste instable et personne ne le fait vraiment respecter. Le braconnage se développe partout, dans les Alpes, les Pyrénées, les forêts de plaine, autour de Paris. En 1845, les tribunaux enregistrent déjà 17 000 prévenus pour délit de chasse. Le gibier recule si vite dans certaines régions qu'avant 1870, la France exportait du gibier en masse. Quelques années plus tard, elle en importe. Les grands propriétaires, eux, y répondent en verrouillant leur chasse avec des gardes armés, ce qui crée une nouvelle source de conflit. Entre ces gardes et les braconniers locaux, les affrontements sont parfois violents et même carrément parfois mortels. Par exemple, en 1872, le garde du baron de Rothschild dans sa forêt de Ferrières est assassiné. Et le problème ne concerne pas seulement les braconniers. Le grand gibier des forêts gardées, donc les cerfs, les sangliers, les chevreuils, les lapins aussi, déborde sur les cultures des petits propriétaires voisins qui ne peuvent pas le chasser. Le même ressentiment qu'en 1789 entre seigneurs et paysans se rejoue un siècle plus tard entre grands et petits propriétaires. Comme je disais tout à l'heure, la chasse a changé de maître, mais pas de logique quand même. Alors Napoléon avait bien tenté de mettre de l'ordre en 1810 avec un décret instaurant un permis de port d'armes de chasse payant. Ça n'a pas suffi, la délinquance cynégétique a régressé un temps, puis elle a repris de plus belle. Deux France cynégétiques se dessinent clairement. D'un côté, les grandes chasses privées, giboyeuses, gardées et inaccessibles, et de l'autre, les petites parcelles ouvertes à tous par tolérance tacite, où le gibier disparaît faute de gestion. Bon, ne soyons quand même pas manichéens. Entre ces deux extrêmes, il existe une troisième réalité plus discrète. Dans les régions de petites propriétés morcelées, notamment le sud, le massif central et une bonne partie du sud-ouest, la tolérance des petits propriétaires et l'usage des terres communes permettent à une culture de chasse populaire d'exister malgré tout. Alors, précaire juridiquement, mais bien vivante. Dans tous les cas, le Parlement comprend qu'il faut trancher sur le cadre général. La loi du 3 mai 1844 institue un permis payant, des périodes légales d'ouverture et de fermeture, un système d'infraction et de sanctions. Elle confirme le principe hérité de 1789. Nul ne peut chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement. 2 ans plus tard, la Cour de cassation précisera même que le consentement peut être tacite. L'autorisation n'a pas toujours besoin d'être écrite ou formelle. Alors le permis remet un peu d'ordre, mais il met aussi un prix à l'accès légal à la chasse. Et ce prix c'est 25 francs, soit plusieurs journées de travail, une somme qu'on sent passer quand même dans les chaumières. Alors pour un notable c'est une formalité, pour un ouvrier agricole c'est autre chose. Le privilège de naissance a bien disparu, une barrière administrative et financière lui succède quand même. L'État reprend la chasse dans un cadre post-révolutionnaire. Permis, période, infraction, sanction. Le chasseur n'est plus le sujet d'un seigneur, il est le titulaire d'un permis. Regardez le chasseur français aujourd'hui. Il passe un examen, il valide un permis chaque année, il chasse dans des périodes définies par arrêté préfectoral, sur des territoires encadrés, avec pour certaines espèces des plans de chasse et des attributions fixées administrativement. Ce n'est plus le portrait d'un privilégié d'Ancien Régime, c'est celui d'un usager très encadré d'un droit rural ancien. Un droit né d'une révolution contre les privilèges, rattaché à la propriété par les mêmes révolutionnaires, puis progressivement administré par l'État. Ce que chaque génération rejoue depuis, c'est la même tension entre celui qui possède la terre, celui qui veut chasser dessus, et l'État qui fixe les conditions. En 1964, la loi Verdeil tente de trancher cette tension une fois de plus. Elle oblige les petits propriétaires à mutualiser leurs terres au sein d'associations communales de chasse, les ACCA. Pour la première fois depuis 1789, le droit de chasse est partiellement dissocié du droit de propriété. Le petit chasseur rural peut enfin accéder à un territoire giboyeux sans posséder de terre. Alors c'est une rupture réelle, mais quand même partielle. En effet, les grands propriétaires restent totalement libres de garder leurs terres. Le triangle propriété-État-chasseur n'est pas aboli. Il est au moins un peu rééquilibré. En 1896, des députés socialistes formulaient déjà ce bilan sans détour. La législation de 1789, disait-il, n'avait fait que remplacer un abus royal par un abus bourgeois. Et depuis plus de 2 siècles, toute l'histoire cynégétique française tient dans cette tension. La propriété, l'État et le chasseur. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et même que vous avez appris des trucs, on sait jamais. En attendant la prochaine, abonnez-vous, c'est gratuit et pourtant gratifiant. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.